Mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens, nous allons donc ouvrir cette séance consacrée aux dommages en responsabilité chirurgicale. Je vous donne néanmoins, avant d'ouvrir la séance, quelques informations. Ce matin, le conseil d'administration s'est réuni et je vous rappelle que ces décisions qui ont permis de constituer la future équipe... Mon Dieu, c'est notre archiviste qui casse les bibliothèques, mon Dieu. C'est pas très grave. Allez, c'est tant de bonheur pour toi, mon cher Patrice. Donc, le conseil d'administration s'est réuni et je vous rappelle que la semaine prochaine, à 13h30, il y aura une assemblée générale qui visera à confirmer, je le souhaite bien sûr, les décisions du conseil d'administration. Cette séance aura lieu en Zoom. Les prochaines séances auront lieu compte tenu de la situation sanitaire encore en Zoom. Voilà donc les informations que je voulais vous donner. Je n'oublie rien, monsieur le secrétaire perpétuel? Voilà. Eh bien, dans un premier temps, on va laisser la parole à Jean-Claude Couffinal qui, comme d'habitude, va nous faire le compte-rendu de la séance précédente. Mon cher Jean-Claude, en te remerciant une nouvelle fois, tu as la parole. Tu me donnes le... Donc ils ne l'auront pas. Hein. Ouais. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, mes chers collègues, amis, après vous avoir présenté mes meilleurs vœux, je vais vous faire le résumé de la séance précédente. Il s'agissait d'une séance sur la chirurgie périnéale de la femme en Afrique et en France, avec la participation de Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Dans un premier temps, Philippe Descamps d'Angers nous fait l'introduction de la séance. Philippe Descamps nous présente Denis Mukwege, personnage impressionnant, représentant charismatique de l'intelligence humaine. Au cours d'une courte biographie, nous sont retracés les grands épisodes de son œuvre bouleversante. Né en 1955 dans la République du Congo, il étudie la médecine au Burundi et de 83 à 89 se spécialise en chirurgie gynécologique et obstétrique en France, à Angers. 88-89, retour au Congo, il vit des atrocités de la guerre civile, échappant à la mort lors de la destruction de l'hôpital de l'Emera par les milices. En 99, il participe à la construction de l'hôpital de Panzi, 550 lits, où se situeront une faculté de médecine et une école de sages-femmes. Dénonçant l'utilisation du viol comme arme de guerre, Denis Mukwege élabore un système complet de prise en charge des femmes et enfants victimes de viols et de violences sexuelles. Prise en charge médicale avec réparation physique, mais aussi sociale et psychologique. Création de la maison d'Orca qui accueille les femmes et les enfants nés de ces viols. La Cité de la Joie qui assure leur réinsertion. En 2012, après une nouvelle tentative d'assassinat, il s'exile en Belgique et aux États-Unis. Puis, retour à Panzi pour continuer son œuvre. Ayant pris en charge plus de 14 000 patientes, il reçoit à la fois une consécration internationale académique avec le prix Sakharov en 2014, le prix Nobel de la paix en 2018 et consécration populaire avec L'homme qui répare les femmes, un film biographique, et La colère d'Hippocrate, un documentaire. Denis Mukwege est membre d'honneur de l'Académie nationale de chirurgie. Ensuite, une vidéo, nous n'avons pas pu l'avoir en direct, de Denis Mukwege, qui fait une présentation détaillée par lui-même des principales lésions que ses équipes ont été amenées à prendre en charge et détaille les différentes techniques chirurgicales, souvent sophistiquées, qui sont utilisées pour traiter ces lésions souvent complexes. Claude Dumurgier, Paris, à propos d'une expérience de la prise en charge chirurgicale des fistules obstétricales en Afrique, exemple de la Mauritanie. L'auteur nous rapporte son expérience d'une quinzaine de missions menées en Mauritanie de 2005 à 2019 dans le cadre de la campagne mondiale d'éradication des fistules obstétricales financée par les Nations Unies. Claude Dumurgier nous rappelle l'importance de la mortalité maternelle en Afrique et l'extrême fréquence et gravité des complications chez les survivantes, au rond desquelles la fistule obstétricale est la plus grave et la plus dévastatrice. Elles sont en majorité consécutives à un travail d'accouchement prolongé plus de 48 heures ou bloqué lors de dystocies graves. Elles entraînent des fuites urinaires, parfois des selles permanentes.
La fistule obstétricale est un handicap physique et social majeur que l'on peut prévenir par des consultations prénatales, des soins obstétricaux d'urgence, des césariennes, le développement de la santé et de la reproduction. Elles peuvent guérir chirurgicalement. Les auteurs rapportent le résultat de leur mission et présentent les types de réparations qu'ils ont utilisés pour traiter les différentes formes anatomiques. Ils déplorent cependant que sur les 2 millions de femmes qui sont victimes de fistules obstétricales en Afrique, seulement quelques milliers sont traitées avec un bon résultat dans moins de 2/3 des cas. Alors, Jean-Marie Collat, Dole, résultat d'un centre de prise en charge des fistules obstétricales à Mopti, au Mali, de 1994 à fin 2010. Jean-Marie Collat est urologue, président de l'association Fistules obstétricales en Afrique. Il nous rapporte les résultats des prises en charge des fistules obstétricales dans le cadre de missions organisées par Médecins du Monde. Des équipes se sont succédées sur des périodes de 3 semaines, travaillant en compagnonnage, 32 chirurgiens français, urologues ou gynécologues et 4 chirurgiens maliens, avec un important programme de formation mené parallèlement sur place. L'auteur montre une amélioration des résultats au fil du temps, avec pour la période finale de 2003 à 2009, 85% de fermeture des fistules obstétricales avec 10% d'incontinence résiduelle. L'auteur conclut en rappelant la difficulté de comparaison des séries en raison de l'absence de classification unanimement admise des lésions. Aurélien Vénara, d'Angers, prise en charge des lésions obstétricales du périnée et du sphincter de l'anus. L'auteur précise que les LOSA représentent un véritable problème de santé publique en raison de leur fréquence en Europe et dans le monde. La prévalence est rapportée à 0,8% en France. Il existe des recommandations publiées par les sociétés savantes concernant la prise en charge de ces lésions symptomatiques à la phase aiguë. Il n'y a aucun moyen de savoir si ces recommandations sont mises en œuvre. Il n'existe en revanche aucune recommandation concernant la conduite à tenir à moyen terme devant les LOSA asymptomatiques qui sont génératrices d'incontinence à long terme. La littérature rapporte entre 4 et 39% d'incontinence anale à 6 semaines après l'accouchement et jusqu'à 53% à 10 ans après une LOSA initiale. Une question majeure se pose, est-ce que la prise en charge en amont des LOSA asymptomatiques pourrait améliorer leur pronostic ? Il semble utile de proposer des consultations d'information et de dépistage précoce des complications des LOSA. Jean-Luc Faucheron, Grenoble. Bilan et traitement des fistules rectovaginales hautes sur périnée intact en France. L'auteur présente les résultats d'une série rétrospective de prise en charge à Grenoble de 100 fistules rectovaginales. Les étiologies sont multiples. Post-obstétricales, post-traumatiques, iatrogènes, dues aux maladies chroniques inflammatoires, au cancer, à la radiothérapie. Il nous rappelle le diagnostic positif et les types de fistules définis par les orifices primaires et secondaires, les trajets, les calibres et les sièges, tiers supérieurs, moyens ou inférieurs du vagin. Il n'y a pas de recommandations claires dans la littérature. Les interventions proposées sont multiples et les résultats modestes. L'auteur nous détaille les gestes par voie basse, les gestes par voie haute et son intérêt personnel pour l'opération de sauve coloanal pull-through. À Grenoble, pour les 100 patients opérés sur les 10 ans, âge moyen 42 ans, les étiologies étaient les suivantes. 27 post-opératoires, 23 postpartum, 20 maladies de Crohn et 9 radiothérapies. Il y a eu 379 procédures. Bridge to Surgery 75, chirurgie d'intention curative 215, chirurgie de sauvetage 34, stomie 57, dont 24 définitives. Au total, 60% de succès. Après une revue de la littérature, l'auteur termine sa présentation par la proposition d'un algorithme décisionnel pour la prise en charge de ces lésions complexes. Merci Jean-Claude pour cette retranscription, si je puis dire, de nos séances et merci pour ta fidélité pour faire ce travail important pour l'Académie nationale de chirurgie. Y a-t-il des observations à faire ou quelques commentaires pour nos collègues qui sont en Zoom, vous appuyez sur la petite main ou vous levez le bras, enfin bref, vous débrouillez. Une nouvelle fois, le silence règne dans la salle. Une nouvelle fois, il n'y a pas de
Commentaire. Ah si, je vois un doigt qui se lève. Monsieur Albert Claude Benamou. Il faut que tu te déplaces, mon cher Albert Claude. C'était très simplement pour faire remarquer dans ce compte-rendu qu'on a nommé finalement une personnalité chirurgicale mondiale qui a été prix Nobel de la paix et qui a participé aux activités de notre académie. Et je crois que c'est très très important de valoriser ce type de contribution. Ça met en valeur à la fois la chirurgie française. Le prix Nobel de la paix a été un élève de la chirurgie française, je crois, élève du CHU de d'Angers. Et donc, il a été formé dans notre pays. Et donc, c'est quelqu'un, une personnalité extraordinaire. Je crois que notre objectif, c'est qu'il faut absolument valoriser ce type de contributeur qui fait honneur à tout le monde et qui, en même temps, lutte pour une mission essentielle, c'est contre les violences faites aux femmes, qui sont les violences les plus terribles, le viol pour des raisons de guerre, et qui entraînent des traumatismes du tractus urogénital dramatiques, à l'origine de morts, de très nombreuses morts, et également de handicap considérables pour ces femmes-là. Donc vraiment, ça a été une occasion magnifique. Je crois qu'il faudra qu'on redise, avec l'aide de Richard Villet, l'importance de cette communication de la récente à l'Académie nationale de chirurgie. Merci d'avoir rappelé ce point important et merci d'avoir aussi rappelé le rôle du président de la Fondation, Richard Villet, dans le cadre de l'organisation de cette séance.